Bonsoir Ariel, bonsoir Alban, bonsoir à toutes et à tous. Alors du coup, peut-être que pour débuter, ce serait pas mal de faire un petit mot d'histoire sur le Club ETI Grand Est et puis parler un peu de ses adhérents, de la mission, quelques chiffres que vous auriez envie de partager. C'est d'autant plus facile à faire qu'il est jeune. Donc création en 2019 à l'initiative de quelques dirigeants d'ETI de la région, à l'initiative du METI bien sûr, et à l'initiative également de la région Grand Est qui a été son premier parrain et qui continue à nous accompagner. Nous avons signé avec la région Grand Est un ETI Act il y a quelques semaines pour ensemble progresser dans la promotion de ces ETI. Alors peut-être un mot pour expliquer une ETI, entreprise donc de taille intermédiaire, entreprise de taille idéale. Pour les marketeurs d'entre vous, c'est plus sympathique, c'est vrai. En fait, c'est une catégorie nouvellement venue dans le paysage. On a l'habitude des TPE, on a l'habitude des PME, on a l'habitude des grands groupes, des groupes cotés. Et il nous semblait qu'il manquait quelque chose dans le paysage. Et ce quelque chose a été en fait mis en œuvre pour la première fois dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie de 2008 et a créé cette catégorie donc entre 250 et 5000 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, 50 millions de total de bilan. C'est ça, c'est en gros les métriques pour être une ETI aujourd'hui. Donc le club aujourd'hui c'est 80 ETI, 100 000 salariés et donc une présence sur toute la région Grand Est. Super, merci beaucoup. Donc on l'a vu, ça représente donc 80 entreprises sur le territoire. Comment vous ressentez l'atterrissage 2024 ? On l'entend nous au quotidien, il y a quand même pas mal d'inquiétudes sur le contexte économique. Vous, dans votre cas, au Club ETI Grand Est, comment vous sentez l'atterrissage 2024 ? Et puis quelles sont peut-être vos prévisions pour l'année 2025 ? Alors, répondre aux deux questions, ce serait totalement prétentieux de ma part. Je vais juste proposer quelques éléments peut-être d'interrogation ou quelques pistes. Alors les chiffres que nous avons aujourd'hui au titre des ETI, puisque le METI, alors c'est peut-être pas très clair, le METI c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Le METI est plutôt une organisation qui a vocation à promouvoir les ETI et à créer des passerelles avec la puissance publique pour soutenir un certain nombre de réformes fiscales, sociales et autres. Et les clubs sont l'animation régionale finalement de ce mouvement. Alors, ce qu'on a au titre du METI, c'est en gros T3 24 sur T2 24, 70% d'effondrement de l'investissement des ETI. C'est un niveau aujourd'hui de recrutement net qui est le plus faible de celui qui a jamais été enregistré pour les ETI. Et c'est évidemment surtout une visibilité qui est tombée à zéro et donc, je vais dire, presque une confiance entamée. On a découvert que la situation de la France était infiniment plus grave que ce qu'on pensait. On a découvert que le monde politique est aujourd'hui dans des combats pour préparer 2027 et finalement pas pour assurer l'essentiel, c'est-à-dire nous donner à nouveau une certaine visibilité de moyen terme, ce dont nous avons besoin pour investir, pour avoir des projets. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous inquiète. Donc l'appel, c'est de dire, mesdames et messieurs les politiques, vous êtes responsables, on ne doute pas de cela, mais prenez vos responsabilités pour nous donner un chemin. Qu'on ait devant nous une perspective au moins pour les 3 années qui viennent, qui nous permettent de relancer nos projets. Pour l'instant, notre impression, c'est que les projets, ils sont simplement restés sur le bureau. La France n'est pas encore mise de côté avec des décisions plus dures qui seraient de dire on préfère la Pologne, la Croatie ou je ne sais pas quel autre pays d'Europe. On a encore donc quelques semaines, mais je pense qu'il faut qu'on arrive assez rapidement maintenant au bout du suspense qui est le nôtre. Merci. Et alors, du coup, quelles vont être les missions du METI pour soutenir les ETI françaises ? Alors oui, évidemment, le METI s'adapte aux circonstances. Il est agile par définition. Donc, accompagner sur les réflexions du moment. Alors, peut-être commencer par ça, dire que nous comprenons parfaitement les difficultés d'un pays qui est en déficit sur son budget et qui est endetté à hauteur d'une année de chiffre d'affaires, pour faire simple. On le comprend parfaitement. Ce que nous sommes prêts, je pense, à faire des efforts. L'attente, c'est que ces efforts soient totalement partagés par toutes les organisations du pays et par toutes les catégories de population du pays. Peut-être que ce serait ça la bonne approche finalement, de dire ok, on va passer cette épreuve tous ensemble. On n'a pas l'impression que ce soit ce qui est en train de se faire. Chaque catégorie est en train d'essayer de sauver sa peau. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a un vrai combat public-privé. Où les uns sauvent leur pouvoir et les autres essayent de sauver leurs emplois.
Donc il y a là un enjeu certainement important. Nous faisons la promotion de la hausse de la TVA. Plutôt que de remonter les impôts de production, ce qui serait assez catastrophique, nous pensons que la TVA française, qui est plutôt dans la moyenne basse européenne, pourrait être remontée et que la TVA est un impôt vertueux, efficace, et notamment en ce qu'il ne favorise pas les importations, malgré un taux d'imposition qui pourrait être différent entre les entreprises étrangères et les entreprises françaises. Et puis, quand le Premier ministre dit qu'il faut réfléchir à revoir peut-être certaines des réglementations qui ont été votées par l'Europe ou par la France, nous applaudissons des deux mains et même des deux pieds, parce que nous pensons que le poids réglementaire est devenu insensé. La CSRD, je crois, qui d'entre vous a déjà regardé le texte de près, juste pour voir un peu. Pas plus. Beaucoup, oh là là. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de le dire ce soir, parce que vous allez mal dormir. Je suis désolé. Donc la CSRD, c'est 1200 indicateurs, au plus. Et c'est pour une entreprise comme la nôtre, donc nous, 350 salariés, dans les services purs, c'est 400 indicateurs qui seront certifiés par un commissaire aux comptes. Donc on ne rigole pas, évidemment. Et on entend bien le Premier ministre quand il dit est-ce qu'on est sûr que 400 indicateurs vont aider à verdir la planète. Non, ce qui va aider à verdir la planète, c'est supprimer, enfin revoir sa production de déchets, revoir sa production de gaz carbonique, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Et enfin, pardon, c'est bon, 3047, super, je suis excellent là. J'en profite, je veux vraiment porter ce sujet parce que j'ai entendu des grossièretés et ça me fait de la peine, à la fois pour les journalistes qui ont propagé ces grossièretés et pour ceux qui les écoutent. Le pacte Dutreil est né en 2003. Il l'a vécu donc depuis une vingtaine d'années, gouvernement de droite, gouvernement de gauche, avec, oui, des débats, des égratignures, mais finalement assez légères quand on regarde, entre le texte de l'époque et le texte d'aujourd'hui, on a à peu près la même chose. Et là, pour la première fois, donc depuis longtemps, on a entendu des choses du style « il faut arrêter ce cadeau aux riches ». Vous l'avez lu peut-être comme moi dans la presse, et je n'ai pas peur du tout de dire qu'il faut positionner les débats au bon endroit du débat. Une entreprise, ça n'est pas un compte bancaire. Une entreprise, évidemment, c'est un bilan avec des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions au bilan. Mais ce bilan, ce sont des bâtiments, ce sont des machines, ce sont des stocks, ce sont des projets, ce sont des contrats. Ce n'est pas un compte bancaire qu'il s'agit de se passer d'une génération à l'autre ou de céder à un actionnaire extérieur. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est vraiment de dire une ETI, aujourd'hui, c'est l'animation d'un village, d'une petite ville, même parfois d'un département. Et chacun d'entre nous, si je fais appel à votre imaginaire, si je vous dis quelle est l'ETI la plus proche de chez vous, je pense qu'immédiatement, vous avez un nom, deux noms, trois noms qui vous viennent à l'esprit. Ces ETI, elles sont infiniment impliquées dans leur tissu local. Elles sont employeurs, elles sont fournisseurs, elles sont clients, elles ont des sous-traitants, elles ont des relations avec la formation, l'université, les écoles locales, elles ont des relations avec les collectivités, dont elles ont besoin pour le permis de construire, d'autres sujets. Elles ont des relations avec les services de l'État, bien entendu. Le jour où cette ETI est cédée à une entreprise multinationale ou à un fonds d'investissement étranger, il est vraisemblable que son implication dans le territoire va beaucoup changer. Donc la question, elle est là. Est-ce que nos politiques veulent une animation du territoire ou est-ce que finalement on préfère, au nom de principes, la France adore les principes, malheureusement on n'a plus les moyens de se les payer, au nom de principes, dire que on s'en fiche, si les ETI disparaissent, ça ne changera peut-être rien au quotidien. 6500 ETI aujourd'hui en France, pour se donner une petite idée, et une présence vraiment sur toute la carte de France, c'est assez impressionnant. Il y a des ETI, enfin vraiment partout, en quantité d'ailleurs parfois surprenante. Merci beaucoup. Pardon, vas-y, je t'en prie. Une dernière question, parce que là, vous nous avez parlé avec votre casquette Club ETI Grand Est. Si vous mettez votre casquette dirigeante de l'entreprise Roederer, quels sont, vous, du coup, vos défis pour 2025 ? Alors, donc, Roederer, courtier d'assurance, je suis la 4e génération. Je salue la 5e génération qui est dans la salle. Il est Étienne, il est là. Son frère est manquant ce soir, mais enfin, on a la moitié de la 5e génération. Donc, en ETI aujourd'hui, 360 collaborateurs, 45 millions de chiffre d'affaires. Courtier d'assurance entreprise. Donc, nous avons en fait 2 grands secteurs. Nous sommes auprès des entreprises pour les accompagner sur leurs problématiques de gestion de risque, assurance de biens
automobile, incendie, dégâts des eaux, tempêtes, voilà. Assurance de responsabilité civile. Responsabilité civile des produits, des mandataires sociaux, responsabilité civile décennale, enfin il y a toute une série. Et puis l'autre grand secteur du jeu qui est l'assurance de personnes, donc la protection sociale privée des collaborateurs. Santé, prévoyance, retraite pour l'essentiel. Deux enjeux très différents. Du côté de l'assurance de biens, on a un vrai sujet de dérive du coût de la réparation automobile. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on est à 2 chiffres depuis 2-3 ans, et pour l'instant on y est toujours. Et notamment, le véhicule électrique pose des vrais problèmes de dérive de coûts de réparation. Petit exemple que je partage volontiers avec vous, un véhicule haut de gamme, totalement électrique, accidenté, le sujet, est-ce que les batteries ont été touchées ou pas dans l'accident ? Si oui, il faut les remplacer totalement, sinon on peut les conserver. Le constructeur dit, pour le faire, renvoie des batteries en Allemagne, en usine, et ça coûte 7 000 € de savoir si elle est encore utilisable ou plus utilisable. Autrement dit, l'assureur paye le sinistre pour savoir s'il doit payer le sinistre. Donc ça pose évidemment quelques petits sujets. On a des sujets comme le cyber, évidemment, où désormais l'entrée et le maintien de l'assurance est un enjeu important. Les assureurs n'hésitent pas. Votre niveau de protection n'est pas à niveau, vous êtes dehors ou vous n'êtes même pas assuré. Donc c'est notre métier à nous que d'accompagner nos clients pour leur dire voilà le niveau d'exigence qui monte et voilà comment on accompagne cette montée d'exigence. Et puis peut-être juste pour citer encore cela, on a de la part des assureurs une vraie révision en profondeur de leur portefeuille de risque, avec la volonté avérée de limiter les pics. Il y a des engagements de 50 millions sur la tête d'un assureur, c'est terminé, c'est du passé. Ça existait, il y a encore 3-4 ans, c'est terminé. Aujourd'hui, au-delà de 25 millions, ils ne prennent plus. Or, mais c'est peut-être le cas dans la salle, on a des ETI qui ont besoin de 100, 150, 200 millions de couverture. Donc comment on fait pour les trouver ? Donc une révision en profondeur, y compris sur le type de risque, y compris sur le risque climatique. Est-ce que votre entreprise est proche d'un cours d'eau, est proche du bord de mer ? Est-ce que votre entreprise est sur un chemin de grêle, puisque maintenant on a commencé à identifier que c'était la situation, que la grêle ne se produit pas n'importe où, n'importe comment, qu'il y a véritablement des chemins dans le pays. Mais en fonction de ça, les assureurs vont avoir un niveau d'exigence, voire résilier sec certains de nos clients. Donc là, il y a de gros enjeux. Sur la partie protection sociale, enjeu totalement différent. Cette année, et on est toujours en plein milieu de la loi de finances de la sécurité sociale, vous le savez, et ce sera la dernière, donc je pense qu'on n'aura rien avant le 15 décembre. À minute où je parle, il y a vraisemblablement 1,5 milliard de pertes 2024 de régime obligatoire de sécu qui sera transféré sur les régimes complémentaires en 2025. Pour faire simple, ça permet tout de suite de bien capter les enjeux, le marché global de la protection sociale privée français, c'est 30 milliards de primes. Donc 1,5 milliard, 30 milliards, ça veut dire 5% de dérive sans rien faire, si je puis dire, enfin naturellement. Donc ces enjeux, enfin, on les voit bien, c'est de maintenir, de pérenniser la protection sociale française qui est plutôt excellente dans ces circonstances, d'autant que notre point de vue, c'est que c'est tellement pratique. J'ai 17 milliards de pertes, j'en balance 1,5 milliard tous les ans. Combien d'années faut-il pour être à l'équilibre ? Je vous laisse faire le calcul. Évidemment, ça n'ira pas si facilement parce que ça se transfère aux entreprises qui, à un moment donné, vont dire évidemment stop. Merci en tout cas, Geoffroy, pour cette intervention. Merci. Et puis merci aussi de nous soutenir avec Roderer, parce qu'on aura le plaisir de retrouver Céline demain. Où elle est Céline ? Elle est là avec nous. Et avec Cédric sur notamment les enjeux du bâtiment du futur. Il y a quelques sujets quand on parle aussi d'assurance et quand on parle de bâtiment du futur. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.